Le chant des sirènes. Bonjour, bienvenue sur Le Chant des Sirènes, l'émission de société et d'actualité qui porte la voix des femmes sur Westrack, la radio associative et indépendante havraise. Ici, on parle initiative locale, fait du moment, infos, chiffres clés, on tire des portraits, on se pose des questions de société et surtout, on parle des femmes. À chaque émission, les sirènes plongent au fond de l'océan de l'information pour vous dégoter et pas vous dégoûter parce que là, bah quoi que des fois, pourquoi pas, on verra peut-être ce soir. En tout cas, on va essayer de vous dégoter dans la malle au trésor du féminisme, des sujets brûlants, des histoires passionnantes, révoltantes. Ce soir, c'est la 94e émission. Et oui, les sirènes ont le don de ne pas faire leur âge. Et comme à notre habitude, nous sommes réunis autour des micros de Westrack avec des sujets en tout genre. On va vous partager nos coups de cœur, nos coups de gueule, les histoires de femmes et d'hommes qui œuvrent pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et pas que. Alors installez-vous confortablement, montez le son, car ce soir, les sirènes vous ont concocté des petits bonbons sonores. Bonsoir Marine, toi ce soir, tu vas nous parler de casserole. J'imagine que tu vas nous donner ta meilleure recette du moment. Exactement. Comment faire de la cuisine à l'extérieur. Très bien, merci. Donc Marine sera retrouvée en fin d'émission, comme vous êtes obligés de rester jusqu'à la fin de l'émission pour en savoir plus. Bonsoir Doris. Bonsoir. Alors tu explores la partie sombre de l'humanité et nous racontes l'histoire des tueurs et tueuses en série et de leurs victimes. Ce soir, on va parler d'une victime, une femme à qui j'avais vraiment envie de donner une identité, et vous allez savoir pourquoi quand je vais vous raconter cette histoire. Suspense. Marie, bonsoir. Coucou Caro, coucou tout le monde. Sirène en chef qui a plus d'une écaille à son arc, et ce soir, en plus de nous avoir concocté une sélection musicale, assuré la technique avec Tiffaine. Salut Tiffaine. Salut. Elle nous parlera d'une exposition à venir sur le photojournalisme et autre chose. Marie, tu t'ennuyais ? Ouais, je vais faire un petit portrait sur Lakshmi Bai, qui est une reine indienne qui a résisté aux Britanniques, puisque le thème de l'émission c'était un peu les femmes et la guerre, je crois. Ouais, il y avait un programme à la base, mais voilà, on s'est un peu... On improvise, quoi. On improvise, voilà. Voilà. Et puis Caro à l'animation. Oui, voilà, l'animation, tout à fait. Bonjour Caro. Bonjour. Tu vas nous parler de quoi, Caro, ce soir ? Je vais vous faire parler ce soir de tout ce programme alléchant. Et si vous qui nous écoutez à l'écoute de notre émission, des idées de sujets, des chroniques vous viennent, que vous avez envie de nous parler d'un livre, d'un film, si vous êtes spécialiste d'un sujet que vous avez envie de partager avec nous, vous êtes toutes et tous les bienvenus, femmes, hommes, non-binaires. Contactez-nous, soit via la radio Westrack, soit sur notre page Facebook, Le Chant des Sirènes. Le micro est ouvert. Alors voilà, pour se mettre bien dans cette émission ce soir, on va vous proposer de démarrer en musique avec la sélection musicale de Marie. Et quel morceau tu nous fais découvrir en premier, Marie, ce soir ? Alors, on va découvrir un groupe qui s'appelle Otisker. Donc, quand j'ai cherché un peu sur Internet, je suis tombée sur déjà un descriptif qui m'a un peu énervé. Alors, c'est Otisker, c'est un duo de filles qui chantent et qui jouent fort, composé de Margot, la blonde solaire, et Camille, la brune mystérieuse. Bon, déjà, t'es un peu là, c'est sûrement un mec qui a écrit le truc. Sinuant donc à travers des couplets doux et des refrains rugissants, les deux électrons libres gravitent autour du même noyau, le rock. Guitare, basse et batterie en main, le duo français transforme sa colère en puissance. Otisker fait trembler les murs au son des guitares fuzz, des amplis poussés à saturation, des voix harmonisées dans des envolées mélodiques prônant l'émancipation féminine. On écoute tout de suite Otisker avec le morceau Labrador. J'ai décidé de ne plus jamais te suivre. Laisser tomber les schémas et prendre la fuite. Un pas de côté, j'ai quitté la piste. N'essaie pas de m'attraper, raye-moi de ta liste. Tu m'as trop souvent dit, tu me dis trop souvent. Souvent tu me le dis, ce matin aussi. On aura, toi et moi, un labrador colonie. On aura deux enfants qu'on appelle Margot et Camille.
Vous êtes de retour dans l'émission Le Chant des Sirènes. C'était Labrador de Otis Kerr. Merci Marie pour la sélection. C'est toujours un plaisir. Merci, ça fait bien de commencer avec ce morceau qui décrasse un peu les oreilles. Dans Le Chant des Sirènes, on commence souvent par l'actualité. Et l'actualité regorge d'informations plus ou moins réjouissantes. Et ici, on vous en parle, une sorte de condensé complètement subjectif de ce qui se passe un peu partout. Marine, qu'est-ce que tu as sélectionné dans l'actualité ? Alors moi, je voulais parler de ce qui se passe en ce moment à Mayotte. Alors il y a 1800 policiers et gendarmes qui sont déjà à Mayotte en ce moment pour l'opération baptisée Umbushu, qui veut dire reprise en mahorais. C'est une vaste campagne de lutte contre l'immigration clandestine voulue par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. Le fameux. 10 000 expulsions sont envisagées et prévues la destruction de 1000 habitats dans les quartiers informels. Il y a plusieurs maisons qui ont déjà été taguées, d'un oui ou d'un non, pour savoir lesquelles allaient rester debout. Cette opération se veut être une réponse radicale à l'immigration clandestine et à la délinquance dans ce département qui est le plus pauvre de France. Alors cette opération a lieu dans un contexte qui est complexe face à l'État comorien qui revendique aussi la souveraineté sur l'île. Tout ça, vous pouvez le retrouver dans un article écrit dans Politis qui s'appelle « À Mayotte, l'angoisse des uns, l'espoir des autres », écrit par Cyril Castellitti. Cette opération risque d'aggraver une situation qui est déjà grave. Si le ministère a promis que toutes les personnes expulsées seraient relogées, les places de logement sont cependant inférieures au nombre d'habitats détruits. Des atteintes aux droits fondamentaux, au droit au logement et aux droits de l'enfant, avec l'expulsion d'élèves scolarisés ou la séparation des familles entre parents qui sont en situation irrégulière et les enfants français, sont à craindre. Le président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme a demandé au ministre de l'Intérieur de renoncer en vain. Le ministre voit aussi dans cette opération une vitrine pour sa future loi immigration. Et aujourd'hui, les Comores ont déclaré avoir refusé l'accostage d'un bateau transportant des migrants en provenance de Mayotte et avoir suspendu le trafic de passagers dans le port où les personnes expulsées sont habituellement débarquées. Donc c'est quelque chose qu'il faudra suivre de près dans les prochains mois. Voilà, même dans les prochains jours et même les prochaines heures, parce que ce qui se passe là-bas, c'est dramatique. Merci Marine de partager cette information, de mettre la lumière sur ce sujet. Marie, autre sujet tout aussi réjouissant. Oui, mais tout aussi important et il faut tirer la sonnette d'alarme. Ouais, donc ça se passe aux États-Unis par rapport à la pilule abortive. En fait, la Cour suprême des États-Unis a opté pour un statu quo. Donc la plus haute juridiction américaine a maintenu vendredi dernier l'accès à l'avortement chimique, mais elle s'est pas prononcée sur le fond du dossier. Elle a pas mis fin au débat. Donc quelques heures seulement avant l'expiration du délai qu'elle s'était elle-même fixé pour statuer sur l'interdiction de la pilule abortive, la Cour suprême des États-Unis a rendu vendredi 21 avril une décision maintenant le statu quo actuel sur l'accès à ce qui est depuis plusieurs années la méthode d'avortement la plus utilisée dans le pays. Donc le résultat de la décision, donc c'est la mifepristone, qui est l'un des deux agents de l'interruption volontaire de grossesse par voie chimique, reste en vente libre dans les États où elle est légale et peut continuer d'être expédiée par voie postale ou au grand soulagement des démocrates. Donc l'avortement chimique est sauvé, probablement pas pour très longtemps, peut-être quelques mois, mais la Cour n'a pas statué sur le fond en fait de tout ça. Donc Biden a dit qu'il fallait pas s'y tromper, tout en se félicitant de cette annonce, mais il a promis de continuer à lutter contre les attaques visant la santé des femmes. Donc pareil, soyons vigilantes et on vous tiendra au courant de la suite de tout ça. Merci Marie. Sur une note plus... Non, mais pas forcément plus légère, mais en tout cas plus locale, j'avais plutôt envie de dire. Je vais passer une information qui, j'ai trouvé un peu plus réjouissante, aussi parce qu'elle a attrait à ma ville de naissance, c'est-à-dire Bourges, dans le centre de la France. Et l'hôpital de Bourges a accueilli la première naissance en France issue d'un couple transgenre. Yes. Les deux parents sont issus d'une transformation. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, mais je le dis avec mes mots. Vous m'excuserez si je... Choc. En tout cas, c'était juste une petite actualité comme ça que j'ai trouvée assez positive
que les choses avancent. Alors après, forcément, d'un point de vue administratif, le couple est en train de se battre sur des sujets état civil, mais c'est un beau bébé qui se porte bien et les parents vont bien. Donc, Cool. On leur souhaite plein de belles choses. Et sur un niveau plus local, vous avez des choses à nous raconter? Ouais, tout à fait. D'abord, lundi prochain, c'est le 1er mai, fête des travailleurs et travailleuses. Mais au Havre se déroule un rassemblement au Carré des Docks avec Jordan Bardella et le Rassemblement National. Voilà, qui ont décidé de déplacer leur petite bamboche au Havre, annuelle au Havre, au Carré des Docks. Mauvaise idée. Et donc, le Havre a décidé de leur dire pas bienvenue. Tout à fait. Surtout que le Rassemblement National a dit, en plus de ce petit banquet, qu'il visait la mairie pour 2027. Ouais, Donc, il faudrait qu'ils fassent un peu un meilleur score qu'aux dernières municipales. Ça leur Parce fait qu'on mal. peut au moins se targuer de quelque chose au Havre, c'est que le candidat qui était en lice pour les municipales, il s'est fait balayer vraiment comme la grosse flécard. merdaille qu'il est. Donc, on est là pour leur dire grosse merdaille. Pas bienvenue. Pas bienvenue. Pas de facho chez nous. Pas de facho dans nos quartiers. Et donc, petit concert prévu. Grand concert. Grand concert, Oui. qu'est-ce que je dis? Ouais. Grand concert. Gratuit, Il y a tout en oui. plein air. Ouais, il y a d'abord aussi la manifestation qui part de Franklin à 10h et qui va vers la Catène large de containers en fait, où il y aura des concerts en fait, parce que l'antidote au Rassemblement National et au gouvernement de Macron, c'est nous quoi, c'est se retrouver, échanger, partager et militer contre tout ça. Et du coup, il y aura des concerts avec Medine, Loti, Casque, les François 1er, City Kids, Nazca, Victor and the Haters, voilà. Et ça va être super chouette de midi à 18h. Voilà, On vous et- attend là-bas, nombreux et nombreuses. Et les Havrais attendent aussi du monde de partout en France. Tout à fait. Soyez les bienvenus au Havre. Oui, bien sûr. J'espère qu'on chantera en chœur en se rappelant les Berruriers Noirs que le Havre emmerde le Front National. Yeah, baby. Et ben voilà, donc les actualités en vrac de ces derniers jours. Et à noter, n'oubliez pas, le 1er mai au Havre, venez toutes et tous se rassembler, écouter de la bonne musique et dire merde au Front National. Ah oui, moi il y avait oui, un petit festival aussi, parce Ah que oui. la prochaine émission du Chant des Sirènes aura lieu le 22 mai. Je sais pas si vous connaissez, c'est la deuxième édition du Vulva Festoche. Donc c'est un festival havrais participatif autour de la vulve, qui aura lieu au Fort de Tourneville les 16, 17 et 18 juin prochains. Et elles font une réunion d'information jeudi prochain, là, le 27 avril, à la Halle aux Poissons. Donc si vous voulez en savoir plus sur le Vulva Festoche, donner un coup de main sur le prochain festival, vous pouvez les retrouver là-bas jeudi 27 avril à la Halle aux Poissons. Très bien, merci à toutes pour ce partage d'infos. Et bien, il est temps de se réécouter un autre morceau, de découvrir une autre petite pépite. Tout à fait, ça devrait te plaire, Caro, parce qu'ils viennent tout droit de Suède. Suède. Voilà. Merci. Donc c'est le groupe qui s'appelle Goat, qui a de quoi surprendre, bien que ses membres soient complètement masqués et entretiennent le secret sur leur identité. Ils se réclament d'une secte vaudou appartenant à la ville de Korpilombolo, dans la région du Nordbotten. Peut-être ça te parle. Absolument pas. Au-delà de ce folklore présenté très frontalement, la musique est bonne et c'est le plus important. Depuis leur premier album World Music il y a 10 ans, Goat s'est construit une réputation plus que solide en live. C'est excellent, je les ai vus une fois, c'était génial. C'est une gros concert de trance, c'était magnifique. Voilà, c'est peut-être le meilleur moyen de consommer et comprendre leur musique, d'aller les voir en live. L'éventail d'influences présentes, mais c'est aussi leur costume qui me fait penser. Bref, l'épouvantail. L'éventail d'influences présentes dans leur composition est large, ça va du funk au jazz au rock, en passant par l'afrobeat, une fusion des genres totale et largement imprégnée par une certaine tendance au psychédélisme. Et ils fêtent leurs 10 ans d'existence cette année, et on va écouter Under No Nation de Goat.
Vous êtes de retour sur le Chant des Sirènes sur Westrack Radio et c'était le groupe suédois Goat Under No Nation. J'espère que vous avez zouké un peu dans votre voiture, dans votre canapé, à l'écoute de cette sélection musicale de Marie. Et donc on reprend notre émission avec l'interview l'interview j'ai oublié son nom, de Alice Sekeveil, conservatrice à la bibliothèque universitaire du Havre. Merci Marine. Et collègue. Donc voilà, et c'est sur l'exposition de photojournalisme qui a lieu chaque année à la bibliothèque universitaire du Havre. Cette année, c'est avec le photoreporter Guillaume Herbeau, qui a travaillé sur l'Ukraine, qui travaille sur l'Ukraine depuis plus de 20 ans, qui a commencé d'abord sur Tchernobyl, la zone de Tchernobyl, et qui a couvert aussi Maïdan et du coup la guerre actuellement. Donc c'est une exposition qui propose 20 ans d'Ukraine, qui s'appelle Ukraine, terre désirée, je crois que je l'ai déjà dit. Et c'est Marie qui a fait l'interview. C'est Marie qui a fait l'interview. Alice. Et petite question avant de diffuser l'interview, quelles sont les dates de diffusion de l'exposition? Ok, C'est jusqu'au 27 mai. Jusqu'au 27 mai. Mais tout est dit dans quelques instants. D'accord, très bien. Eh bien, je vous propose d'écouter l'interview. Je suis Alice Sekeveil, je suis en charge de la médiation à la bibliothèque universitaire du Havre et mon travail inclut notamment la question de la programmation culturelle et du coup tous les ans cette question de l'exposition de photojournalisme autour de laquelle on propose des visites guidées, une rencontre avec le photojournaliste ou la photojournaliste, etc. Et donc cette année, on a la chance d'accueillir Guillaume Herbeau, qui est donc photojournaliste, autour d'une exposition sur l'Ukraine, avec la constitution d'une identité ukrainienne, avec les révolutions orange puis de Maïdan, et avec évidemment la guerre qui est traitée de 2014 à 2022 avec des photos assez récentes. Tu nous as sélectionné quelques photos pour nous donner envie d'aller voir cette exposition. Oui, je vous ai proposé un petit parcours autour de la place des femmes dans la guerre en Ukraine et des rôles qu'elles peuvent occuper aujourd'hui. La première image dont je voulais vous parler, c'est l'image par laquelle s'ouvre l'exposition. Elle traite de la question des combattantes puisqu'on a donc 5 personnes dans un décor de neige et d'hiver ukrainien. On est dans la banlieue de Kiev. On a des militaires ukrainiens qui sont en train de former au combat des civils, principalement des femmes. En fait, cette image-là, elle est importante parce qu'elle parle de la féminisation de l'armée en Ukraine. Ce qui fait que en 2021, on avait environ 20% de femmes dans l'armée ukrainienne, ce qui correspond à peu près à, je crois, les chiffres européens. Mais jusqu'en 2014, en fait, les femmes n'avaient pas le droit de combattre. Elles n'avaient pas le droit au métier de combat. Donc, elles étaient plutôt dans le côté administratif, logistique, etc. de la guerre. Et à partir de 2014, il y a eu une campagne qui s'appelle le Bataillon Invisible, qui a réclamé que les femmes puissent avoir accès à ces métiers-là. Et donc, c'est le cas aujourd'hui. Voilà, donc cette image-là, qui est aussi complétée par une autre image de l'exposition, sur laquelle on voit en fait un couple de combattants, donc Yulia et Alex, qui sont soldats de l'armée ukrainienne, qui posent dans leur chambre en première ligne de front, et la légende nous dit qu'ils sont mariés et que leurs enfants sont gardés par les grands-mères. Donc c'est la figure de la combattante dans l'armée ukrainienne, elle est de plus en plus visible et présente. La deuxième image dont je voulais vous parler, c'est donc cet enfant. C'est une photo qui a lieu qui est prise en 2014, sur laquelle on voit une petite fille qui doit avoir 8-10 ans, quelque chose comme ça, qui est toute mignonne dans un petit t-shirt avec un chien qui est de son âge, et puis qui tient entre les mains une Kalachnikov, qui, je ne sais pas si c'est une vraie, mais en tout cas elle est criante de réalité. C'est une photo d'un entraînement militaire, en fait, d'une espèce de campement, camp de vacances, pour les enfants de 7 à 18 ans, du bataillon Azov, qui est donc un bataillon de volontaires néo-nazis qui s'est constitué en 2014 au moment
de l'annonce de la séparation du séparatisme des régions qui sont restées proches de Vladimir Poutine. Et donc, ce type d'image, c'est le prétexte choisi par Poutine pour l'invasion de l'Ukraine, avec l'idée que c'est une intervention pour dénazifier le pays, pour protéger les populations russophones, etc. Alors que le bataillon Azov, ça représentait à l'époque, en 2014, c'était environ 300 hommes. Il y a également une autre image dans l'exposition qui parle de la mobilisation des femmes. Il s'agit d'une image prise à Mariupol, donc en 2014, et on voit en fait une femme avec les bras ouverts, une espèce de costume fait de paille, de morceaux de tissu, et autour d'elle des femmes d'un certain âge, des enfants, des ballons, un drapeau ukrainien. C'est presque une espèce de madone en fait cette femme. L'image montre vraiment l'implication des femmes dans le fait de soutenir l'armée ukrainienne. Là, elles sont en train de construire un équipement de sniper, mais elles ont aussi mené des campagnes de dons, elles ont fait du bénévolat. Contrairement aux combattantes qui, elles, ont un vrai statut qui va avec leur métier, ces femmes-là vont être extrêmement sollicitées et donc, en parallèle à leur engagement familial, elles vont devoir assumer ces tâches et donc il y a un vrai épuisement physique et moral qui est pointé par une chercheuse qui s'appelle Yulia Shukhan de ces femmes-là qui n'ont pas de possibilité d'être rémunérées, soignées, encadrées psychologiquement pour ce type de tâches. Et l'exposition est visible jusqu'à quand ? L'exposition est visible jusqu'au 27 mai. Il y a des visites guidées tous les mardis midi à 12h15 et on peut aussi proposer à des groupes, qui soient scolaires ou non, de faire des visites un petit peu dédiées. C'est vrai qu'on aime bien parler un petit peu de ce qui se passe, s'arrêter sur les photos, faire réfléchir aussi sur ce qui est montré et les intentions un petit peu des photos qui sont montrées. Donc on peut être contacté pour ce type de visite. Mais merci beaucoup Alice. Et voilà, de retour dans l'émission Le Chant des Sirènes, c'était l'interview réalisée par Marie et montée par Tiffaine au sujet de l'exposition de photojournalisme Ukraine Terre désirée qui aura lieu donc qui est en cours, qui a lieu à la bibliothèque universitaire du Havre, qui aura lieu jusqu'au 27 mai. Voilà. Donc on vous invite vraiment à aller visiter cette exposition et on a une présentation très détaillée et donc comme l'indiquait Alice, l'intervenante dans l'interview, et les questions de la place des femmes et des combattantes, et justement Marie, toi ce soir tu voulais nous tirer le portrait d'une combattante. Ouais, tout à fait. J'ai vu un documentaire sur Arte il y a pas longtemps et ça tombait à point nommé pour l'émission. Moi, je vais vous parler donc de Lakshmi Bai, dite Rani de Jhansi. Donc c'est la reine, Rani, pardon. Donc elle s'est opposée au plan d'annexion de son royaume par la Grande-Bretagne dans les années 1850, devenant une icône de la liberté en Inde. Donc en fait, en 1853, elle est alors âgée d'une vingtaine d'années et elle devient régente en fait. Elle se retrouvera quelques années plus tard en 1857 en pleine rébellion indienne, désormais connue par de nombreux historiens comme la première guerre d'indépendance de l'Inde. En fin de compte, elle mènera des milliers de fantassins et d'escadrons de cavalerie à la guerre contre les Britanniques, se battant avec une épée dans chaque main et tenant les rênes de son cheval entre ses dents. Je vous fais une petite bio. Donc en fait, elle est née en 1828 à Varanasi, dans une riche famille de la haute caste sous le nom de Manukamika. Désolé pour les prononciations, je suis pas une pro. Donc c'est un des noms du Gange. Elle reçoit une excellente éducation, apprend à monter à cheval et à manier les armes tout en jouant avec ses frères. Elle prend le nom de Lakshmi Bai lors de son mariage avec le Maharaja en fait de Jhansi, du coup la province indienne. Donc lui en fait il était dans sa quarantaine à l'époque de leur mariage en 1842 donc. Il avait déjà été marié avant mais sa première épouse était morte sans donner naissance à un héritier. En 1851, donc la nouvelle Rani, la nouvelle reine, accouche d'un fils qui ne survit que 3 mois. Donc conformément à la tradition indienne,
normalement, il a adopté un enfant du coup, ce Maharaja, qui s'appelait Damodar Rao, et donc il l'a adopté pour lui succéder sur le trône. Mais au décès donc de ce Maharaja, donc l'enfant était mineur qu'il avait adopté. Donc c'est la reine Rani Lashkimbaï qui assure la régence. Mais en fait, le gouverneur général d'Aloussi, qui décide donc en suivant la doctrine de la préemption, attendez, je m'embrouille, qu'il a lui-même prédéfinie. En fait, c'est une doctrine qui dit que puisque le Maharaja n'a laissé aucun héritier, l'état de Jhansi est annexé par la Compagnie anglaise des Indes orientales. Donc rejetant les prétentions de Damodar Rao comme héritier de droit. Donc voilà, le dirigeant qui n'avait pas d'héritier mâle légitime verrait son état directement contrôlé par la Compagnie des Indes, par la Compagnie anglaise des Indes orientales. Évidemment, cette doctrine s'opposait à la coutume indienne qui voulait qu'un monarque puisse désigner son successeur. Donc la reine Rani envoie une pétition à Dalhousie, donc le responsable gouverneur général de la Compagnie anglaise des Indes orientales. Évidemment, pas de réponse. Puis elle appelle aussi à Londres, mais sans succès. On imagine à l'époque, même si c'est une reine, une femme, avoir des demandes, ça devait être compliqué. Donc en mars 1854, elle se voit attribuer une pension annuelle de 600 roupies, ce qui est l'équivalent de 600 €, pour quitter le pays. Enfin, elle doit quitter le palais de Jhansi. Mais, refusant de renoncer à son royaume, Lakshmi Bey rassemble en pleine révolte des Sipais une armée de volontaires forte de 14 000 femmes et fait améliorer les défenses de la ville qui est attaquée par les Britanniques le 25 mars 1858. La bataille de Jhansi est féroce, hommes et femmes participent à repousser les assiégeants et la Rani elle-même mène ses troupes pour la défense de la ville qui finit par tomber après 2 semaines de siège. Alors, un prêtre hindou témoin de la victoire britannique relate qu'elle fut suivie de 4 jours d'incendies, de pillages et de meurtres, et que l'air empestait l'odeur forte de la chair brûlée. Les historiens britanniques, de leur côté, affirment que seuls 4000 combattants ont été exécutés. Seulement 4 à 5000 combattants ont été exécutés, tandis que les civils, eux, étaient épargnés. Donc la Rani réussit cependant à s'échapper à dos de cheval à la faveur de l'obscurité et parcourt en 24 heures 150 km qui la séparent de la forteresse de Kalpi, où elle est rejointe par plusieurs princes rebelles. Là, elle arrive à les persuader de reprendre l'offensive et de s'emparer de la forteresse de Gwalior. Donc la réussite de cette prise de cette forteresse resserre les rangs chez les rebelles, mais évidemment les forces britanniques, les Irish Hussars à l'époque, ne tardent pas à reprendre la forteresse et Lakshmi Bey meurt le 2e jour des combats, le 18 juin 1958. Donc l'histoire et le mythe sont indissociables de sa vie. Lakshmi Bey, reine de Ranchi, finit par perdre son royaume et sa vie au combat, mais elle devint un symbole inspirant de la lutte anticoloniale qui aboutit à l'indépendance de l'Inde 90 ans plus tard. Et on lui fait un gros big up. Une histoire sacrément méconnue. Vraiment, ouais, carrément. On a entendu parler de beaucoup de figures de femmes à travers l'histoire ces 10 dernières années, et celle-ci, c'est ça. Jamais. Bah voilà. Donc merci Marie de Je vous en prie. la mettre en lumière. On partagera aussi le lien vers l'article que j'ai Très copié. Voilà, on vous partagera tout ça sur Facebook après les émissions. On vous met un récapitulatif de tout ce qu'on évoque, des liens, voilà, un maximum de choses pour que vous puissiez retrouver tout ce qu'on vous partage. Et bien, après ce thème combattante et combattant, on va écouter un morceau et tout à l'heure on passera la parole à Doris. Alors ouais, je vous propose d'écouter un morceau des Ye Yes, qui est un groupe de rock américain originaire de New York, porté par la chanteuse guitariste talentueuse Karen O. Leur style musical est un mélange de style rétro avec des guitares heavy rock post-punk, des sons artificiels, des cris et des vocalises bluesy, à mi-chemin entre Blondie et Success and the Bunches. On écoute le morceau Fleas de l'album qui est sorti en 2002, Cool It Down.
Vous êtes de retour sur l'émission Le Chant des Sirènes sur Westrack Radio. C'était le groupe Yeah Yeah Yeahs avec le morceau Fleas, encore une sélection musicale de Marie. Voilà, on avance dans notre émission ce soir et Doris nous a préparé. Alors la précédente émission, c'était un portrait sur une tueuse en série et ce soir, tu prends un autre angle d'attaque. Oui, je vais vous parler d'une victime et cette victime, elle est très importante à mes yeux. Elle s'appelle Berthe Anna Héon et ceux qui me suivent éventuellement sur Facebook savent que c'est mon nom, Pseudo. C'est mon pseudo. Alors le temps est gris et pluvieux en ce mois de décembre 1915. Les Parisiens s'engouffrent dans les espaces couverts dès qu'ils en ont la possibilité pour échapper à la pluie et aux rafales de vent d'hiver qui chahutent imperméables et parapluies. La ville est triste, la France est en guerre, tant d'hommes sont au front, n'en sont déjà pas revenus ou n'en reviendront jamais. Les femmes font ce qu'elles peuvent pour les soutenir. Elles s'engagent à leur manière. Elles sont seules, elles sont tristes. Elles appréhendent la trêve de Noël comme une échéance festive qui se déroulera sans joie. Pourtant, dans le cœur de Berthe Anna Héon, une Havraise émigrée à Paris, une certaine légèreté, voire un petit rayon de soleil, pointe le bout de sa lueur. Berthe Anna Héon, c'est une assez jolie femme de 55 ans. Les femmes de 55 ans sont toujours très belles. Elle a les cheveux blancs et les mains frêles, un léger embonpoint. Alors, ce n'est pas moi qui décrit comme ça Berthe, c'est dans le dossier d'instruction qui la concerne, où on a jugé utile donc de faire un point sur son physique. Elle fait des ménages, la veuve Héon, pour boucler les fins de mois, mais aujourd'hui, qu'importe un passé rempli de malheurs, Berthe s'est mise sur son 31. Voilà des années que cette veuve discrète ne l'avait pas fait, Berthe est amoureuse. Alors elle est née au Havre le 4 octobre 1860 et c'est dans la cité Océane qu'elle a rencontré, aimé et épousé le 28 octobre 1882 Pierre-Manuel Héon, avec lequel elle a exploité dans sa ville natale un commerce de vin et un hôtel situé 9 rue des Galions. Malheureusement, Pierre-Emmanuel décède le 25 avril 1893 à l'âge de 36 ans, laissant la jeune femme seule et éprouvée par le chagrin. La première d'une longue série de peines. Veuve une première fois, Berthe rencontre un certain Henri Gondouin, ancien négociant au Havre, avec lequel elle se met en ménage. Ils ont une première petite fille, Marcelle. Tous les trois quittent le Havre pour se rendre à Paris et démarrer une nouvelle vie. Ils ont 2 autres enfants, une autre fille et un fils. La famille vit dans la capitale pendant quelque temps avant de s'installer en banlieue à Hermont en 1907, au 35 rue des Robinettes pour être précis. Après quelques années d'accalmie, Berthe doit affronter un nouveau veuvage. Henri, lui aussi, part pour un autre monde le 30 août 1909 à l'hôpital Lariboisière. Il a alors 51 ans. Il sera rejoint par 2 des enfants du couple. Décidément, la mort semble coller à la peau de Berthe, qui n'en finit plus d'enterrer ses proches. Début 1914, Marcelle, sa seule et désormais unique fille, devenue jeune femme, épouse un sieur Kowalski de nationalité tchèque. Les 2 jeunes mariés s'installent au 165 rue de Rennes, à Paris, à 2 pas du jardin du Luxembourg. Le jeune homme s'engage dans la Légion au début de la guerre dont il ne reviendra pas. Âgé d'une 30aine d'années, il meurt au champ d'honneur. Berthe, depuis ce temps, croule sous le poids de la solitude. Tout en conservant son logement à Hermont, elle s'installe auprès de Marcelle dans l'appartement rue de Rennes, au moment du départ du mari de cette dernière pour le front. Mais la fatalité frappe de nouveau, et cette fois, c'est Marcelle, donc sa fille, qui décède à son tour le 1er avril 1915, à l'hôpital Necker. Et enchaîne. Pas globe, Berthe. Alors, pour Berthe, la vie n'est décidément pas un long fleuve tranquille. La Havraise a en réalité perdu toute sa famille. Berthe, qui est restée dans le logement parisien de sa fille et de son gendre, est âgée de 55 ans, comme on l'a dit précédemment. Elle a bien du mal à vivre cette solitude forcée, plongée dans les souvenirs d'une famille trop tôt disparue. De conditions modestes, elle n'a que de faibles économies et doit encore faire des ménages pour pouvoir assumer le quotidien. Son seul patrimoine, ce sont ses meubles et ceux de sa fille. À l'époque, en effet, les femmes étaient bonnes à marier avec un trousseau qui était souvent fait de meubles de très bonne qualité, de linge de très bonne qualité.
Alors quelques précieux objets qui lui rappellent sa vie d'avant quand elle était heureuse. Mais Berthe n'est résolument pas une femme solitaire. Elle a besoin de partager sa vie. Elle décide de mettre dans le journal une petite annonce pour trouver un compagnon de route. Hélas, les propositions qu'elle reçoit ne l'enchantent pas plus que cela. Elle allait presque renoncer quand elle tombe sur un petit texte dans le quotidien Le Journal au printemps 1915. L'annonce dit « Monsieur, 45 ans, sans famille, situation 4000 francs, ayant intérieur, désire épouse et dame, âge, situation en rapport. » Certes, elle est un peu plus âgée que lui, mais qui ne tente rien n'a rien, elle tente. Cette annonce pourrait correspondre à ses attentes et si le bonheur était encore possible. Berthe fait ainsi la connaissance de Monsieur Petit, un homme bien sous tout rapport. Il est ingénieur à la direction des travaux publics à Tunis. Il lui propose de l'épouser et de l'emmener en Tunisie une fois les formalités du mariage accomplies. Monsieur Petit s'est installé là-bas suite au décès d'une de ses sœurs. Il s'est créé sur place une situation enviable. Il est de surcroît gentil et prévenant avec Berthe. Cette dernière est enthousiasmée à l'idée de pouvoir profiter d'un peu de bonheur. Ce serait un juste retour des choses. On rappelle que Berthe est complètement seule. Elle ni famille avant, ni famille après. Monsieur Petit a profité d'une période de congé pour revenir en France afin d'y régler quelques affaires et aussi de déposer une petite annonce visant à trouver l'âme sœur, parce que lui aussi, il est seul et il a besoin de partager. Quand Berthe et Monsieur Petit se rencontrent, tout semble coller entre eux. Cet homme n'est pas un premier prix de beauté, mais il est plein de charme avec sa longue barbe noire et ses yeux mystérieux. En plus, il manie le verbe comme personne, sait par des gestes simples et raffinés la faire se sentir désirée. Désirée, quel joli mot. C'est avec joie et pleine d'espoir que Berthe accepte la proposition d'union de Monsieur Petit et dans un souci de clôturer une vie en France qui ne l'a que peu gâtée, elle accepte sur les conseils de son fiancé de vendre son mobilier ainsi que celui de sa défunte fille. Avant le grand départ en Tunisie, les amoureux doivent faire un saut à Gambé, où Monsieur Petit a une belle propriété. Décidément un parti intéressant en Suisse d'être un homme fort courtois, ce Petit. Il doit en effet récupérer quelques affaires et sans doute aussi en clôturer quelques autres. De son côté, Berthe est libre comme l'air. Ça y est, elle a vendu tous ses meubles. Monsieur Petit s'est occupé de la vente. Nous sommes en décembre et bientôt Berthe dira adieu à la grisaille parisienne pour se repaître d'une vie nouvelle, illuminée par un soleil tunisien prometteur. Que d'aventures en perspective. Monsieur Petit achète 2 billets pour Gambé. Aller et retour 3,85 francs et un aller pour 2,40 francs. Il note cela dans un carnet. L'aller et le retour sont pour lui, l'aller simple, c'est pour Berthe. Quelques années plus tard, à Paris, le 12 avril 1919. L'inspecteur Jules Belin et les brigades du Tigre sont en planque au 76 rue Rochechouart. Ils sont en passe de résoudre une des affaires les plus célèbres de toute l'histoire de la police criminelle française. Il est 6 heures du matin quand les policiers arrêtent Henri Désiré Landru, le jour anniversaire de ses 50 ans. Ce dernier est soupçonné d'être à l'origine de la disparition de plusieurs femmes. Sur lui, Landru détient 2 carnets comportant des notes diverses et variées, des comptes et puis une liste. Une d'entre elles attire particulièrement l'attention des policiers. Une suite de 11 noms. En 5e position se trouve un énigmatique Havre. La découverte des archives de Landru et le croisement des informations permettront aux enquêteurs de conclure que ce mot Havre correspond en fait à Berthe Anna Héon, 5e victime du tueur en série Landru et première à avoir été tuée et incinérée dans la cuisinière de la maison de Gambé. Dans le carnet de Landru, Berthe Anna Héon n'a pas eu le droit d'être nommée. Sa dernière mention sera celle de sa ville natale, Le Havre. Nous avons souhaité, avec ce récit librement narré autour d'informations rigoureusement exactes, provenant du dossier d'instruction de l'affaire Landru, lui redonner une forme de vie. Pour l'anecdote, si tant est possible qu'il soit possible de donner des anecdotes dans le cadre d'une affaire si dramatique, c'est un autre Havrais, Laurent Ruquier, qui a acheté et qui possède désormais la cuisinière où Landru a fait cuire, a fait brûler ses victimes. Et dans le film de Claude Chabrol, Landru, où l'on peut y redécouvrir un superbe Charles Denner dans le rôle titre, c'est Daniel Darieux qui emprunte les traits de Berthe.
Il reste une photo de Berthe qui a été découverte dans la cave. Enfin, c'est une sorte de garage qu'il louait pour mettre les affaires. Il y a une photo d'identité de Berthe. Sinon, Berthe n'a plus aucune existence, si ce n'est celle que je viens de vous raconter. Eh Waouh. bien, j'étais dans affaires sensibles d'un seul coup. Voilà, j'ai des frissons. Mais alors du coup, la cuisinière de Laurent Ruquier, c'est celle qu'il utilise pour faire des dîners avec Éric Zemmour ou Peut-être. c'est pas ça, Alors là, quoi. je ne sais pas. En tous les cas, il y a C'est une un peu petite malsain, anecdote. Alors, pour toutes les adresses que j'ai citées, évidemment, je suis allée toutes les voir. Et je suis allée voir notamment la maison de Gambé. Et j'ai même été voir l'agence immobilière qui la vend. Mais elle était trop chère pour moi. Elle coûte 700 000 euros. Il faut savoir qu'après la guerre, un restaurateur a eu la bonne idée d'ouvrir un restaurant qui s'appelait La Rôtisserie dans cette même maison. Génial. Super. Bah, merci beaucoup. Merci Doris. Ah oui, une histoire passionnante. J'ai hâte au prochain portrait. Et ben merci. On va s'écouter un peu de musique pour digérer toute cette un petit histoire. morceau. Tout à fait. On va écouter un morceau du groupe Wine Lips qui nous viennent de Toronto et qui pratique un garage punk psyché rock depuis 2015. Le groupe a passé la majeure partie de son temps libre en 2020 à écrire et à enregistrer son 3e album, Mushroom Death Sex Boomer Party. Leur musique ressemble à une injection d'adrénaline dans le cœur, un genre de rock and roll qui vous donnera envie d'acheter une moto juste pour l'écraser. On écoute le morceau Highs de Wine Lips. Vous êtes de retour sur le chant des sirènes sur West Track Radio. Je sais pas pourquoi, mais ça me donne envie de parler super vite comme ça. Oh, c'est super. Non, mais c'était un morceau qui était suffisamment énergique pour nous faire un peu digérer la passionnante histoire de Berthe, Anna et On, racontée par Doris juste avant ce morceau. Et c'était Wine Lips qui interprétait le morceau Eyes. Donc on est de retour dans le chant des sirènes sur West Track Radio et Marine, en préambule de cette émission, on disait que tu nous racontais que tu allais nous partager une recette secrète, une recette particulière. Une recette de révolution. Eh bien, On va on dire t'écoute, ça, ouais. voilà, ça y est, la fin de l'émission touche à sa presque fin et tu peux nous révéler ton secret. On va essayer. Alors, je commence. Je sais discuter avec des gens, mais pas avec une casserole, a déclaré vendredi 21 avril Gabriel Attal, le ministre de l'Action et des Comptes publics. Je précise de quoi il est ministre, parce qu'on ne connaît pas le travail des gens dans ce gouvernement. Par exemple, vous savez ce que fait Marlène Schiappa ? Je veux dire, à part aller sur des plateaux télé, écrire des livres, 10 depuis son entrée au gouvernement, ressenti 650, ou poser dans des magazines pour tenter de faire oublier le scandale d'État qu'est l'affaire du fonds Marianne, où de l'argent public destiné à la lutte contre la radicalisation a été accordé à des associations tenues par des copains qui n'en foutaient pas une rame, mais se payaient grassement, ou qui confondaient lutte contre la radicalisation et lutte contre les autres candidats aux élections présidentielles, alors que c'est parfaitement interdit. Eh bien, Marlène Schiappa est secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Voilà, maintenant on le sait. Revenons-en à Gabriel Attal, qui ne sait pas discuter avec une casserole.
Les réunions avec les membres du gouvernement doivent être compliquées, vu non pas les casseroles, mais la batterie de cuisine que beaucoup se traînent. Vous remarquerez d'ailleurs que ces casseroles n'ont entraîné que peu de démissions, ce qui me fait dire qu'ils s'accrochent plus au poste qu'une omelette au fond d'une poêle Tefal. Mais Gabriel ne fait pas ici référence à ce type de casserole, mais aux vraies casseroles, celles qui servent à cuire des pâtes qui coûtent maintenant un bras et un rein avec l'inflation. Celles donc sur lesquelles tapent les membres non pas de l'ultra-turbo-gauche radicalisée, mais de l'ultra-peuple, agrégation de tous les rageux, selon la formule du criminologue pour les nuls Alain Bauer, ancien proche de Sarkozy et de Valls. L'ultra-peuple qui tape sur des casseroles, et c'est numéro 1. Il empêche les membres du gouvernement et son président d'aller au contact de la France des territoires pour faire semblant que tout va bien dans ce pays. Alors pour pouvoir discuter de manière sereine, les préfets sont obligés d'interdire les manifestations et les dispositifs portatifs sonores. Et quand tout un village est vidé, bloqué et cerné par plus de CRS et gendarmes mobiles que d'habitants, toutes les conditions sont enfin réunies pour promouvoir les 100 jours d'apaisement voulus par le président manager. En 2013, lors du G8 qui se déroulait en Irlande, tout un village avait vu fleurir sur les vitrines de ses magasins fermés à cause de la crise économique des magnifiques autocollants trompe-l'œil pour faire croire que tout allait bien, que les magasins étaient ouverts et remplis. Ils avaient dépensé 1 million d'euros pour cacher la misère. Pour cacher la contestation sociale et la crise démocratique que nous vivons actuellement, le pouvoir ne colle pas d'autocollants. Non. Il utilise ses forces de l'ordre. Il utilise des lois antiterroristes pour justifier d'une interdiction de manifester et de se promener avec un dispositif portatif sonore. Il accuse des intellectuels, pourtant modérés mais critiques, d'être des militants. Il menace des associations aussi respectées et installées que la Ligue des droits de l'homme pour avoir fait leur travail. Il décrédibilise la défenseur des droits dont la mission est pourtant inscrite dans la Constitution. Il fait taire par la menace et la matraque. Gabriel Attal ne sait pas discuter avec une casserole. Mais avec qui savent-ils discuter ? Les syndicats ? Les ultra-syndicats, selon la formule des renseignements territoriaux rapportés par France Info. Les députés, peut-être. Les sénateurs, à la rigueur. Les associations ? Y a-t-il une seule personne dans ce pays qui peut discuter sans être d'accord avec ce gouvernement ? Gabriel Attal ne sait pas discuter avec une casserole, mais s'est-il posé cette question ? La casserole a-t-elle envie de discuter avec lui ? Pourquoi taper sur une casserole ? Au Moyen-Âge, ces concerts, appelés charivari, se déroulaient sous les fenêtres de quelqu'un que l'on cherchait à humilier. Selon Emmanuel Furex, professeur d'histoire, spécialiste de l'histoire des cultures politiques au XIXe siècle, ces concerts prenaient la forme d'une justice populaire concernant la morale domestique. En effet, elle résonnait sous les fenêtres des veufs remariés trop vite, des hommes âgés mariés avec des jeunes filles, ou sous celles d'un mari cocu, par exemple. L'historien explique aussi que ces concerts sont arrivés en ville au début de la monarchie de Juillet, dans les années 1830. C'étaient essentiellement les républicains, opposant au régime de Louis-Philippe, qui cherchaient à faire entendre leur voix, dans un contexte où la politique était tenue par une poignée de personnes. Depuis, ce mode d'action a été régulièrement utilisé, en France et à travers le monde, pour différentes raisons et par tout type de formation politique. Taper sur une casserole pour exprimer sa colère n'est donc pas nouveau. Voilà pour le point histoire de cette chronique. La casserole n'a pas et n'a jamais eu pour fonction de discuter, ni avec Gabriel, ni avec le président, ni avec aucun membre du gouvernement. Elle est là pour être le caillou dans la chaussure, ce petit truc relou qui empêche d'être en marche en toute tranquillité et sérénité. Ce petit truc relou, pas bien méchant, est beaucoup moins spectaculaire qu'une poubelle qui brûle. Le narratif sur la violence ne peut pas être mobilisé contre ces casseroles, et c'est peut-être cela qui les énerve le plus. Personne ne peut sérieusement dire « Est-ce que vous condamnez les violences ?» en montrant des personnes qui tapent sur des casseroles. Et toute cette rhétorique du monopole de la violence légitime, qui vide la pensée du sociologue Max Weber pour en faire une citation d'un poster de motivation, toute cette rhétorique, donc, utilisée depuis le début, vole en éclats. Quand Elisabeth Borne répond « Il n'y a pas une interdiction de manifester aux journalistes lors de son déplacement dans l'Indre le 21 avril », elle a raison, il y en a eu 3. À Busancais, Châteauroux et Valençay. Quand Gérald Darmanin dit que les casseroles n'ont pas été interdites, les images de journalistes se contredisent. Alors ça se contorsionne. Ça dit que les agents n'ont pas compris. Parce qu'ils savent que tout ceci n'est pas justifiable. Mais l'était-ce avant ? C'est aussi cette question que posent les casseroles. Symboliquement, je trouve intéressant que la contestation d'une réforme qui défavorise fortement les femmes, notamment parce que la société leur incombe encore la charge domestique, prenne comme moyen d'action la casserole, objet de l'intérieur par excellence.
Le pouvoir aimerait bien que la casserole redevienne un dispositif silencieux culinaire. Qu'elle et celle qui l'utilise retournent dans sa cuisine, fassent sa petite popote et se taisent. Dommage, c'est trop tard. Merci Marine. Nous on prend les micros et les casseroles pour parler de tout ça sur Westrack. Voilà, je sais pas si vous avez Quelque chose à rebondir. rajouter ? Non, mais oui, vous de rebondir. Non, bah tout est dit. Hein. Oui, c'est ça. On va taper sur des casseroles, Exactement. à défaut de bambou. Ouais. C'est ça. Eh bien, je vous propose peut-être d'écouter un nouveau morceau. Un dernier morceau ? Un dernier morceau. Ouais, oui, avec merci, plaisir. Tout à fait, merci, avec plaisir. oui. Ouais. On va écouter un morceau d'un vieux groupe de synth pop sur lequel on a peu d'informations sur la composition du groupe, mais on sait que ce morceau Goodbye Horses a été écrit et composé par William Garvey et est porté par la voix de contralto de Q Lazarus, alias Jan Luque, qui est une chanteuse américaine connue pour le succès sans lendemain de ce morceau qui était dans la BO du film Le Silence des agneaux. Je pense que vous vous souvenez de la scène du striptease du surnommé Buffalo Bill. Voilà, dans la culture populaire américaine, le morceau est connu comme étant The Buffalo Bill Song. Du coup, on écoute ce morceau. On se retrouve dans un mois, le 22 mai. Merci les filles d'avoir été là. Merci à toutes. Donc voilà, on vous fait des gros bisous. On vous retrouve dans un bientôt. mois. On écoute Q Lazarus, Goodbye Horses. He told me I seen it rise, but it always fall. I seen him come, I seen him go. He said, all things pass into the night. And I said, oh no, sir, I must say you're wrong. I must disagree, oh no, sir, I must say you're wrong. Won't you listen to me? He told me I seen it all before. I've been there. I see my hopes and dreams